Assalamu alaikum à tous, bonsoir à certains d'entre vous. Avec la rentrée littéraire, on a vu que la communauté musulmane continuait à être visée par une propagande qui n'est pas nouvelle pour la communauté musulmane, mais il y a peut-être un changement dans cette propagande. La petite pécheresse, c'est le titre de la vidéo. Le titre du livre, La petite dernière. Dans ce livre, Fatima Das, elle parle de ses dissonances, de ses doubles cultures et de comment elle manie ces doubles cultures et tout ça, quoi. Donc il y a sa culture, comment être une Algérienne en France, comment être une Française en Algérie, comment être une Parisienne en banlieue et une banlieusarde à Paris. Et aussi encore une dernière dissonance, c'est sur ça en fait, surtout qu'elle doit sa promo, je pense. Comment être une musulmane dans le milieu LGBT parisien et comment être une homosexuelle, une lesbienne, dans sa famille, dans son milieu musulman, quoi. C'est somme toute particulier. Et vice versa. Et vice versa. C'est une propagande à laquelle la communauté musulmane a souvent été attaquée, celle de l'homosexualité, de la peine sur l'homosexualité et tout ça. Les catholiques aussi ont été attaqués sur ça, bien avant les musulmans. L'axe de propagande était jusque-là le fait de vouloir réécrire l'islam en fait. On va l'écouter. Elle était à France Inter. En ce matin du 6 septembre, elle était sur France Inter. Je vais retirer ça, donc on va l'écouter, quoi. Ouais, tout à fait, parce qu'elle considère que c'est un péché et qu'elle continue à penser que c'est un péché. Et vous? Je pense que j'ai aucune envie de réformer cette religion-là, que je suis personne pour dire que ce n'est pas un péché. Donc je considère aussi que c'est un péché. Vous considérez aujourd'hui que l'homosexualité est un péché et que vous êtes une pécheresse? Que je suis une pécheresse, ouais. Je considère que c'est un péché. Et après, c'est toujours vis-à-vis de moi-même. C'est incroyable de dire ça quand même, hein. Ouais, je pense que c'est difficile de porter cette parole-là parce qu'on a l'habitude de nous faire trancher et de choisir. C'est-à-dire de dire qu'en fait, non, c'est autorisé, finalement, la religion l'autorise. Et moi, c'est pas ça que je raconte. J'essaie justement de chercher l'endroit de la complexité. De continuer à dire que, ok, c'est un péché, mais en fait, on n'est pas parfait. Et ok, on pêche, mais on aime les femmes, mais on aime aussi Dieu. C'était sa parole qui lui vaut son petit buzz pour la rentrée littéraire. Donc sur ça, elle a 25 ans. Ouais, peut-être qu'elle a déjà vu cette propagande-là, que ouais, voilà, on demande aux musulmans de changer leur texte. Donc on l'a vu avec une mosquée tenue par un homosexuel à Paris, je sais plus où. Il y a les mosquées avec des imams femmes. Ouais, ça existe aussi, l'imam homosexuel et puis l'imam femme. Donc voilà, c'est une propagande à laquelle on est, en tant que communauté musulmane, régulièrement, on va dire, sujet. Alors que son roman est une propagande LGBT, on va dire, elle ne remet pas en cause les textes traditionnels musulmans, vu qu'elle est musulmane, et reconnaît que c'est un péché pour la vision musulmane, quoi. Donc, est-ce que c'est sa vision propre qu'elle reconnaît toute seule, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Parce que il faut quand même reconnaître que la propagande, la psywar, elle est pharaonique. Au niveau de nos sources du Coran, on sait comment nos anciens, nos prédécesseurs, avec les histoires des prophètes, comment est-ce que les hommes ont réagi, comment les prophètes ont réagi. Et on sait que face à des ordres que l'homme n'aime pas, par rapport à ce bas monde, par rapport à la dunya, il y a, dans ces façons de réagir, il y a le fait, comme je le rappelais au début, de vouloir modifier le texte, soit le modifier de façon réelle, soit de faire semblant de ne pas le comprendre. Et il y a aussi le fait de les mettre totalement de côté, en fait, de les renier. Donc il y avait le peuple des Bani Israël. Donc changer les paroles, rémission à Aïna en Erna. Alors je sais plus quel était le changement. Changer l'interprétation. On leur a demandé de le faire en disant Aïna et en se prosternant. Ils se sont pas prosternés en s'agenouillant. Ils se sont assis sur leurs fesses, en fait. Mais ceci a été fait, en fait, 40 ans après, parce qu'ils auraient dû rentrer dans cette cité 40 ans avant avec Moïse. Sauf que quand Moïse leur a dit rentrer dans cette cité, ils n'ont pas écouté la parole, en fait. Ils ont dit à Moïse, rentrer dans la cité, toi et ton Seigneur, quand tu auras battu l'armée, nous on rentrera. En fait. Et donc c'est pour ça que on voit qu'il y a trois façons d'attaquer les croyants, la parole d'Allah. Au niveau de la communauté musulmane, on a déjà été attaqué. Ils ont annoncé, ils y ont vite renoncé de vouloir changer la parole, vouloir changer le Coran. Le fait de modifier l'interprétation,
C'est un petit peu ce qu'il s'est passé avec l'imam homosexuel ou l'imam femme en Norvège ou je sais pas où. Et Fatima Daas, c'est comme ils ont fait à Moïse en fait. Va toi et ton Seigneur combattre, nous on rentrera dans la cité après en fait. Peut-être, hein, c'est une hypothèse farfelue. Elle initie une nouvelle stratégie de propagande qui est le fait de délaisser la parole quoi. La parole elle est là mais on la délaisse quoi. C'est oui je suis pécheresse. Puis ouais je suis pécheresse quoi. C'est dans l'absolu, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Elle est pécheresse, voilà, qu'elle garde ses péchés pour elle plutôt que de les mettre en public. L'homosexualité, c'est comme l'adultère en islam, c'est très difficile à prouver. Hein. Dans un État musulman digne de son nom, il n'y a pas une police des chambres, des choses qui existent parce que l'homme est ainsi fait. Quand il y a des déviations, c'est plus la propagande et le fait de revendiquer ce n'est pas un péché et tout ça qui est condamné très fortement dans le cadre d'un système global musulman. Donc ouais non, sa vie intime ne nous regarde pas en fait. Et si elle n'était pas homosexuelle et si son livre ne faisait pas une promotion de l'homosexualité chez les musulmans, je pense pas qu'elle aurait eu toute cette rentrée littéraire quoi. Assez naïvement ou pas, Madame Fatima Daas, dans l'interview complète, fait valoir que en fait elle voudrait que l'on parle seulement de son écriture, que c'est l'écriture qui est le plus important, et qu'elle craint la récupération de qui que ce soit quoi. Elle ne veut surtout pas être récupérée par les politiques, sous-entendu l'extrême gauche parce qu'elle est LGBT. On va l'écouter quoi. C'est l'écriture le plus important. Dernière question, vous confiez aux Inrocks, ma plus grande peur en publiant ce livre, c'est d'être récupérée par qui ? Par tout le monde. Par tout le monde. C'est-à-dire à la fois les militantes de tout le côté. Quelle est votre crainte ? J'ai surtout peur qu'on arrête de parler de mon écriture. Et ça, je le répète beaucoup en interview. Parce que j'écris et je veux pas aller dans autre chose. Si on doit parler de politique, j'aimerais bien qu'on m'invite à d'autres trucs. Mais là, j'écris et j'ai envie juste qu'on parle de littérature. Et donc, avec les réponses qu'elle a données dans l'interview à Léa Salamé, elle s'inscrit dans cet art contemporain, dans cette idée que de l'art pour l'art, de l'art seulement en tant que chose commerciale, qui a une valeur en soi, et sans volonté de message de l'artiste en fait. Dans sa conférence gesticulée, en fait, Franck Lepage donne les sources du complot de l'art contemporain. Les Américains, pour pervertir, on va dire, la société civile communiste, ont lancé le concept d'art contemporain, à savoir l'art pour l'art sans message, où le spectateur crée le message. J'accepte de passer quelques minutes sur la question de l'art contemporain. Je suis très très prudent avec la critique de l'art contemporain, parce que si vous ne prenez pas le temps d'expliquer ce que c'est que cette arnaque gigantesque, si vous n'avez que quelques minutes, on va vous soupçonner d'être réactionnaire, d'être djihadiste, d'attaquer l'art, en gros de faire partie du Front National. J'ai eu le déclic en regardant une émission d'Arte sur la CIA. Et alors il y avait une émission à 4 épisodes qui était une histoire de la CIA, regardez ça. Et là je tombe sur un mec, un directeur de la CIA des années 60 qui dit « L'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain en Europe. » Et là je me suis dit « Ok, là il va falloir que je bosse. » Lisez le livre de Florence Saunders, une historienne américaine, c'est sa thèse sur ce truc-là, sur le financement de la culture avec un grand cul. Lisez ce livre, ça s'appelle « Qui mène la danse ?» On trouve encore tout à fait en librairie. Et elle vous explique comment la CIA va comprendre la nécessité absolue de détourner toute l'intelligentsia européenne de la tentation communiste. Tous les artistes, tous les intellectuels sont tentés par l'égalité communiste. Et les Américains ont un sacré problème avec ça. Et donc ils vont encourager des formes d'art qui ne disent plus rien sur rien, qui ne s'enracinent plus dans la société, qui ne parlent plus du monde, qui ne sont plus que des jeux formels, régressifs, cucu, concon, bébête et rigolo. Et ils vont encourager ça, ils vont financer ça, et ça va marcher. Ça va marcher parce qu'évidemment quand vous flattez le caractère narcissique et régressif d'une personne en disant arrêtez de vous emmerder, arrêtez d'apprendre à sculpter, arrêtez de parler de la société, tout ça, c'est dépassé, c'est du réalisme socialiste, faites-vous plaisir, etc. Il y a des gens qui sont prêts à l'entendre, surtout si on leur donne plein d'argent derrière, que cet argent vient de la CIA sans que personne ne le sache. L'histoire de l'Institut pour la liberté de la culture, tout ça, lisez le bouquin de Florence Saunders, tous ces machins. À partir
du geste de Duchamp sur le riz noir, les Américains vont comprendre un truc génial. Duchamp est un vrai artiste. Hein. Il fait un jour une provocation avec un riz noir, et les Américains ont un flash. Ils se disent, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Pourquoi attendre le jugement de la postérité? Pourquoi attendre 2 siècles que le public décide qu'une œuvre a de la valeur? Un Rembrandt, un Picasso, j'en sais rien. Il suffit d'inverser le truc. Il ne faut pas attendre que ça soit l'œuvre qui fasse l'artiste. Il faut faire le contraire. Il faut désigner des gens, se mettre d'accord entre nous, désigner des gens comme artistes, et à ce moment-là, tout ce qu'ils font, c'est de l'art. Et donc là, il y a un sacré problème. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'art contemporain, et ça, c'est une sublime arnaque. Ça, il fallait y penser. Il fallait la trouver, celle-là. C'est génial. L'art contemporain, ça veut dire que c'est aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on fait de l'art. Pas du tout. L'art contemporain n'est pas un art qui suit une évolution de l'art, c'est une rupture idéologique et politique. L'art contemporain, par exemple, prétend, il le dit, prétend expulser la question du beau. Il ne suffit pas de le dire pour que ça soit le cas. Vous ne pouvez pas éliminer la question du beau, c'est impossible. Il y a 3 questions qui valent en philosophie. Il n'y en a pas 4, il y en a 3. Qui résument toute la philosophie humaine. Il y a 3 questions. Ça, c'est Hobbes. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Vous pouvez toujours dire que le beau n'existe plus. Cette question est une question universelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Imaginez un État qui dirait le vrai n'existe plus. Question de la vérité, fini. Ça n'existe pas, la vérité. Ou qui dirait la justice, ça n'existe pas. Il n'y a plus de justice. Vous voyez ce que ça donne? Bien, l'État fait ça. L'État fait ça en disant le beau n'existe plus. Ah oui, sauf que la question du beau, c'est pas parce que Jacques Lang décide que ça n'existe plus que c'est une question qui existera toujours. Et donc c'est un art complètement idéologique, dans lequel on inverse le truc, et c'est désormais le regardeur qui crée l'œuvre d'art. C'est-à-dire c'est plus l'œuvre d'art qui crée le public, c'est le contraire. C'est de l'anti-art, c'est du non-art. J'ai aucun problème avec ça. Puis en plus, maintenant j'ai lu, ça va, je me sens pas tout seul. C'est vraiment une décision de casser la question de l'art. Mais je veux dire, bon voilà, c'est pas parce que tu décides de la casser, parce qu'il y a un pouvoir complètement taré, et parce que des riches décident de se faire du fric avec ça, que la question de l'art cesse d'exister. Demandez à tous les artistes qui crèvent la dalle aujourd'hui en France, et il y en a peut-être ici, enfin, je veux dire, qui font ce qu'ils peuvent pour vendre, pour sculpter, tout ça, qui continuent le travail de la main. Bon, ils devraient plutôt se faire reconnaître, sauf que là, vous soyez dans un certain nombre de réseaux. Il faut qu'on décide qu'on va jouer ça avec vous. La première fois, c'était en 91 qu'une œuvre d'art contemporaine a dépassé une œuvre d'art ancienne. C'était chez Sotheby's, puisqu'un Velázquez s'est vendu 12 millions d'euros et à la même vente, le Damien Hirst s'est vendu 13 millions d'euros. Excusez-moi d'avoir été un peu long sur l'art contemporain. Donc on peut comprendre et définir la manœuvre de propagande avec l'art contemporain comme le fait déjà de créer un marché, de créer des artistes par un réseau en fait. C'est le réseau qui crée l'écrivain et ce n'est pas son œuvre en fait. Elle s'inscrit là-dedans, vu que c'est son premier roman et qu'elle est portée sur les médias. Il y a bien évidemment d'autres définitions, il n'y a pas que celle-ci qui fait qu'on pourrait définir l'art contemporain et les artistes. Donc on a vu avec Franck Lepage qu'il y a la déstructuration de l'art en lui-même, de la manière de faire l'art ancestral, la peinture, la sculpture. C'est une rupture, ce n'est pas une continuité. Et il y a également le fait de ne pas vouloir mettre de message dedans et que l'œuvre en fait trouve son message par les lecteurs. Et donc l'intention n'est pas de mettre un message dedans. Ça transpire un petit peu dans sa réponse. C'est beaucoup plus clair dans une autre interview. Donc on va l'écouter. Donc là, elle répondait à une chaîne YouTube d'une librairie. Et on va voir que là, par contre, on remplit toutes les cases de l'art contemporain. Je crois que j'ai choisi de définir mon texte comme un roman. Parce que pour moi, ça raconte une histoire qui m'est pas étrangère, mais qui en même temps n'est pas mon histoire. Ça m'intéressait pas de raconter la vérité, et je crois que oui, il y a de la poésie dans mon texte. Je pense qu'il y a de la poésie dans l'écriture de ce texte-là. Mais et en même temps, j'ai pas envie de le définir. Si je pouvais, en fait, je le définirais pas mon texte. Je dirais juste que je raconte une histoire à la première personne, une histoire qui m'est pas étrangère. Mais ouais, idéalement, j'aimerais ne rien dire en fait. J'aimerais ne pas mettre d'étiquette.
Mais l'étiquette roman, c'est celle qui, je pense, se rapproche le plus de ce que j'essaye de faire. Quand j'ai écrit ce roman, je ne l'ai pas pensé comme un manifeste ou comme... je ne l'ai pas écrit avec une envie de revendiquer. C'était quand même un acte d'écriture d'urgence, en fait, d'urgence d'écrire. Mais je ne l'ai pas pensé comme ça au début. Mais je pense qu'il y a une revendication quelque part à partir du moment où je me définis comme féministe intersectionnelle dans ma bio. Parce que je trouve qu'on n'a pas eu assez de représentation. Sans aucune prétention, moi j'aurais aimé lire ce roman à l'adolescence. Parce que j'avais l'impression que ça n'existait pas et que ça n'avait pas sa place. Ça n'a d'ailleurs pas sa place encore aujourd'hui, mais en tout cas, juste de savoir que d'autres personnes existent qui sont dans ce cas-là, qui vivent ces choses-là, c'était hyper important. C'est ça qui est important pour moi en fait. C'est particulier. L'édition, la littérature semble devenir ce qui a été l'art contemporain à une époque, une contre-littérature, une anti-littérature. Donc il y a eu l'art contemporain avec les sculptures, la peinture, la danse contemporaine. Je découvre personnellement, et surtout avec ces interviews, de la littérature contemporaine. En tout cas, elle semble cocher toutes les cases. Donc moi, je trouve ça très particulier. Je ne suis pas assez au fait de la chose littéraire pour être sûr que la littérature contemporaine existe et qu'il y a un courant avec des auteurs actuellement. C'est une hypothèse farfelue pour moi que la littérature contemporaine soit comme l'art contemporain quand il a émergé dans les années 50-60, un moyen de l'État d'utiliser l'art afin d'attaquer une autre idéologie. L'idéologie qu'il considère comme le danger immédiat. Donc actuellement, le danger immédiat, c'est l'islam. Et ce livre, La Petite Dernière, participe pleinement dans ce nouveau courant de la littérature contemporaine à une attaque idéologique de l'ennemi immédiat qui a été défini par les gouvernements successifs à peu près depuis Sarkozy, à savoir l'islam, la tradition en général et a fortiori l'islam. Et si vous connaissez des écrivains contemporains qui cochent les mêmes cases, n'hésitez pas à les partager, que je découvre la chose et que j'affine cette hypothèse farfelue. Donc voilà, bonne continuation à tous, salam alaikum. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours, et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées de nos pensées iconoclastes et désoxydées par nos désirs excommuniés de la fatalité, destitués et vice versa, et vice versa.